Je me tiens dans le modeste salon de ma grand-mère, observant la mâchoire de mes parents tomber alors qu'ils découvrent mon apparence. Ma mère, Grace, serre ses perles. Le visage de mon père, Robert, devient cendré, et mon frère Tyler balbutie de manière incohérente. Ce qu'ils voient défie tout ce qu'ils croyaient savoir sur la fille qu'ils ont rejetée il y a 15 ans. La réunion de famille, qui devait célébrer le 79e anniversaire de grand-mère Hélène, est soudainement devenue le moment de vérité dont je n'avais jamais su avoir besoin. La vérité sur leur choix est sur le point de briser tout ce qu'ils pensaient savoir. Il y a 15 ans, j'avais 13 ans et je vivais ce que je pensais être une vie sûre à Springfield, dans l'Illinois. Mon père, Robert, possédait une franchise florissante de réparation automobile spécialisée dans l'entretien de flotte pour les entreprises locales. Notre famille occupait une spacieuse maison coloniale de 4 chambres avec des volets blancs, un porche qui en faisait le tour, et une piscine creusée qui devenait le lieu de rassemblement du quartier chaque été. La vie semblait prévisible et sûre. Mon frère Tyler, de 2 ans mon aîné, incarnait tout ce dont les parents rêvent chez un enfant. Il était le quarterback de l'équipe de football des premières années, obtenait des sans efforts apparents, et possédait ce charisme naturel qui faisait sourire les professeurs et attirait les camarades de classe vers lui. Tyler pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et en devenir immédiatement le centre, attirant les gens dans son orbite avec un magnétisme naturel. J'existais dans son ombre, plus silencieuse et plus introspective. Pendant que Tyler attirait l'attention sur les terrains de sport, je trouvais refuge dans mes fournitures d'art et les livres de la bibliothèque. Mon carnet de croquis contenait des dessins détaillés de structures architecturales, de paysages fantastiques, et des portraits de gens que j'observais à distance. La lecture me transportait dans des mondes différents où l'intelligence comptait plus que la popularité, où l'observation attentive avait de la valeur. Le ralentissement économique est arrivé comme une tempête lente. Au début, papa a ignoré les signes avant-coureurs, les considérant comme des fluctuations temporaires, mais peu à peu, ses principaux comptes commerciaux ont commencé à annuler leurs contrats. Les propriétaires de petites entreprises qui constituaient sa clientèle peinaient à payer leurs factures, laissant papa avec des comptes clients croissants qui ne seraient jamais recouvrés. L'industrie automobile a fait face à des défis sans précédent, et les ateliers indépendants comme le sien ont subi le plus gros de la détresse financière généralisée. Notre style de vie confortable a commencé à se fissurer. Papa travaillait plus longtemps pour des rendements moindres, rentrant à la maison épuisé et de plus en plus irritable. Maman a arrêté ses virées shopping hebdomadaires et a commencé à découper des coupons avec une détermination obsessionnelle. La piscine n'était plus nettoyée, développant une prolifération d'algues qui a rendu l'eau d'un verre peu appétissant. Un soir d'octobre, après un dîner de restes de gratin mangé dans un silence inconfortable, mes parents nous ont convoqués, Tyler et moi, dans le salon. L'espace qui accueillait autrefois de joyeuses soirées cinéma en famille semblait maintenant oppressant, lourd d'une tension tacite. Papa était assis raidement dans son fauteuil inclinable tandis que maman était perchée sur le bord du canapé, les mains étroitement jointes sur ses genoux. Les enfants, nous devons discuter de certains changements, a commencé papa, sa voix empreinte d'une formalité qui m'a noué l'estomac. L'entreprise a plus de difficultés que nous ne l'avions initialement prévu. Nous sommes confrontés à des décisions financières difficiles. Les yeux de maman brillaient de larmes non versées alors qu'elle poursuivait l'explication. Nous avons exploré toutes les options, mais nous ne pouvons tout simplement pas maintenir notre situation actuelle. La maison sera bientôt saisie, et nous devons prendre des dispositions pour l'avenir de chacun. Les mots qui ont suivi ont complètement brisé mon monde. Nous avons parlé à votre oncle Marcus, a annoncé papa, évitant spécifiquement mon regard. Lui et Patricia ont toujours regretté de ne pas avoir d'enfants. Ils ont gracieusement offert d'héberger Allison dans leur ferme du Kentucky. Mon cœur a cessé de battre. Que veux-tu dire, ai-je murmuré. Tyler doit terminer ses études secondaires ici, a expliqué maman avec un détachement clinique. Ses bourses de football dépendent du maintien de la continuité avec son équipe et son personnel d'entraîneurs actuels. Les recruteurs universitaires le surveillent déjà, et perturber cette trajectoire serait dévastateur pour ses perspectives d'avenir. Mais qu'en est-il de mon avenir, ai-je réussi à demander, bien que ma voix me semblât étrangère. La réponse de papa m'a transpercé comme un coup physique. Tu t'épanouiras dans un environnement rural, Allison. Oncle Marcus dirige une ferme en activité, et Patricia a toujours voulu une fille à élever. Tu apprendras des compétences de vie précieuses et développeras un caractère que la vie de banlieue ne peut pas offrir. C'est vraiment le meilleur arrangement pour tout le monde. Les euphémismes ne pouvaient pas dissimuler la réalité brutale.
Il gardait l'enfant à potentiel et se débarrassait de celui qu'il considérait comme sacrifiable. Les capacités athlétiques et les résultats scolaires de Tyler valaient le sacrifice et la lutte. Je représentais un fardeau inutile qu'il pouvait éliminer en m'envoyant chez des parents. Mes protestations désespérées sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Les larmes, les supplications, et les promesses d'être meilleur n'ont rien accompli. La décision avait été finalisée sans ma participation, comme si j'étais un meuble que l'on déplaçait plutôt qu'un être humain avec des sentiments et des attachements. En 2 semaines, toute mon existence tenait dans 2 valises cabossées. La scène des adieux s'est déroulée avec une efficacité quasi professionnelle. Pas d'étreinte larmoyante. Pas de promesses de visites fréquentes. Pas de réconfort sur le maintien d'un contact étroit. Maman m'a donné un billet de $20 et m'a dit d'être sage pour oncle Marcus et tante Patricia. Papa a chargé mes bagages dans son camion sans croiser mon regard. Les 3 heures de route jusqu'au Kentucky se sont passées dans un silence quasi total. Oncle Marcus vivait dans le comté rural de Harrison, où les champs de tabac s'étendaient à l'infini vers des horizons bordés d'arbres. Sa ferme, construite au début des années 1900, avait besoin d'un coup de peinture fraîche et de plusieurs réparations de toiture. Le porche avant s'affaissait légèrement sous le poids des saisons accumulées. Patricia est excitée à l'idée d'avoir une autre femme dans les parages, a dit oncle Marcus en portant mes valises dans les escaliers qui craquaient jusqu'à une petite chambre sous les combles. Elle se sent seule ici avec juste moi pour compagnie. Cette nuit-là, allongée dans un lit inconnu, entourée par les bruits de la vie nocturne rurale, je me suis enfin permis d'absorber l'ampleur de ce qui s'était passé. Mes parents ne m'avaient pas simplement envoyé au loin temporairement. Ils avaient définitivement rompu notre relation. Je n'étais plus leur fille dans un sens significatif. Mais la pire révélation est venue 3 mois plus tard, lors d'une conversation que j'ai surprise accidentellement entre oncle Marcus et un fermier voisin. $5000 ont bien aidé pour le paiement du nouveau tracteur, a mentionné nonchalamment oncle Marcus. Robert se sentait très mal à propos de toute cette situation, mais l'argent qu'il a envoyé avec Allison a aidé à alléger le fardeau financier de la prendre en charge. Les mots m'ont frappé comme la foudre. Mes parents ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils m'avaient littéralement vendu à des parents pour $5000. Je n'étais pas un fardeau indésirable qu'ils devaient déplacer. J'étais une marchandise qu'ils avaient monétisée pour résoudre leurs propres problèmes. Les hivers brutaux du Kentucky m'ont appris des leçons de survie qu'aucune éducation de banlieue n'aurait pu fournir. Oncle Marcus dirigeait une exploitation de tabac en difficulté sur 120 acres de collines vallonnées qui semblaient belles de loin, mais qui exigeaient un travail éreintant de près. Chaque aube apportait de nouvelles responsabilités que mes mains douces de citadine n'étaient pas prêtes à assumer. Tante Patricia m'a d'abord considéré avec un ressentiment évident. À 43 ans, elle s'était résignée à une vie sans enfant après de multiples fausses couches, et se retrouver soudainement responsable d'une adolescente en deuil n'était clairement pas le fantasme maternel qu'elle avait imaginé. Son visage aux traits fins montrait rarement de la chaleur durant ses premiers mois, et ses interactions avec moi avaient le ton de quelqu'un qui accomplit une corvée importune. Ma routine quotidienne commençait avant le lever du soleil avec le nourrissage des poules et la collecte des œufs. Le poulailler empestait l'ammoniac et la paille pourrie, et le coq agressif attaquait mes jambes chaque matin jusqu'à ce que j'apprenne à porter un bâton pour me protéger. Après les poules venait le nettoyage de l'étable, où je pelletais du fumier de cheval dans des brouettes qui semblaient devenir plus lourdes à chaque chargement. Mes mains ont développé des ampoules qui ont éclaté et se sont reformées en callosité, tandis que mon dos me faisait constamment mal à cause d'efforts physiques inhabituels. Le lycée de Meadowbrook a intensifié mon sentiment de déracinement. Le bâtiment abritait moins de 300 élèves de la maternelle à la terminale, et tout le monde se connaissait depuis l'enfance. Mon origine de banlieue, mes vêtements de seconde main, et mon statut évident d'étrangère ont fait de moi une cible immédiate d'exclusion sociale. La fille de la ville se croit meilleure que nous, chuchotait Sarah Whitman, dont la famille possédait la plus grande exploitation laitière du comté. Ses acolytes ricanaient en examinant mes baskets de magasin à bas prix et mes blouses de friperie avec un dédain ouvert. Les pauses déjeuner sont devenues des exercices d'isolement. Je m'asseyais seul à des tables de coin, essayant de faire durer mon sandwich et ma pomme pendant les 30 minutes complètes tandis que les conversations tourbillonnaient autour de moi sur des gens, des lieux, et des traditions dont je ne savais rien. Les hiérarchies sociales des écoles rurales différaient de celles des banlieues, mais la cruauté restait remarquablement constante. L'écriture de lettres est devenue ma bouée de sauvetage vers le monde que j'avais perdu. Chaque semaine, je rédigeais des récits détaillés de mes expériences, espérant désespérément des réponses qui prouveraient que ma famille se souciait encore de mon bien-être. Je décrivais le travail à la ferme, mes progrès scolaires,
et mes difficultés avec l'isolement social, terminant toujours par des expressions d'amour et des demandes de visite. Les lettres sont restées sans réponse. Les appels téléphoniques à la maison pendant les vacances produisaient des conversations brèves et inconfortables où mes parents posaient des questions superficielles sur ma santé et mes notes tout en partageant des nouvelles enthousiastes sur les exploits sportifs de Tyler. Il avait été sélectionné pour l'équipe de football universitaire en deuxième année, avait obtenu une moyenne de 4.0, et sortait avec la pom-pom girl en chef. Nous sommes si fiers de lui, s'est exclamé maman lors d'un appel de Noël. L'université du Kentucky envoie déjà des documents de recrutement, et il n'a que 16 ans. Quand j'ai mentionné que j'avais le mal du pays, la conversation est rapidement revenue aux réalisations de Tyler. Aucune expression de manque. Aucun projet de visite. Aucune reconnaissance que je pouvais avoir besoin de soutien émotionnel pendant cette transition difficile. L'étendue de leur tromperie s'est révélée durant ma deuxième année de lycée par l'intermédiaire de Madame Eleanor Buckley, la plus grande commère de la ville. Elle m'a acculé devant le magasin général de Patterson un samedi après-midi, les yeux brillants du plaisir malicieux que procure l'annonce de nouvelles dévastatrices. Ma chérie, j'ai vu des photos de la nouvelle maison de tes parents sur les réseaux sociaux, a-t-elle annoncé avec une fausse sympathie. C'est une belle maison qu'ils ont achetée à Woodland Hills. Ça a dû leur coûter un joli paquet. Mais je suppose que l'argent de l'assurance de l'incendie de leur ancienne maison a considérablement aidé. Mon sang s'est glacé. Incendie de maison. Oh mon Dieu, ils ne te l'ont pas dit? La voix de Madame Buckley dégoulinait d'une fausse inquiétude. Leur maison a brûlé environ 6 mois après ton déménagement ici. Un incendie électrique, ont-ils prétendu. L'assurance a payé assez pour qu'ils puissent déménager dans un quartier beaucoup plus agréable. Tyler a sa propre salle de bain maintenant, et il y a un garage pour 3 voitures. La révélation a brisé mes dernières illusions sur leur désespoir financier. Ils ne m'avaient pas envoyé au loin parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de me garder. Ils avaient profité de l'occasion pour améliorer leur style de vie tout en éliminant ce qu'ils considéraient comme une dépense inutile. Les $5 000 qu'ils avaient versés à oncle Marcus ne représentaient qu'une goutte d'eau par rapport à leur aubaine de l'assurance. Ce soir-là, je me suis assise sur les marches du porche de la ferme et je me suis enfin permis de faire mon deuil correctement. Non seulement pour la famille que j'avais perdue, mais aussi pour la jeune fille naïve qui avait cru à leurs mensonges sur le fait qu'ils m'aimaient tout autant. Les larmes sont venues par vagues, me laissant épuisé mais étrangement purifié. Oncle Marcus m'a trouvé là alors que la nuit tombait, ses bottes de travail crissant sur le gravier en s'approchant. Sans parler, il s'est assis à côté de moi sur les marches en bois, sa présence solide et réconfortante d'une manière que celle de mon père n'avait jamais été. La vie à la ferme est plus dure que ce à quoi tu es habitué, a-t-il dit doucement. Mais elle t'apprend qui tu es vraiment, sous toutes les apparences confortables. Certains s'effondrent face à ce genre de vérité. D'autres découvrent qu'ils sont plus forts qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à voir ma situation différemment. Les exigences physiques du travail à la ferme ont développé des muscles et une endurance que je n'avais jamais possédée. L'isolement m'a forcé à développer des ressources intérieures et une autonomie que le confort de la banlieue n'avait jamais exigée. Plus important encore, j'ai découvert un sanctuaire inattendu dans la bibliothèque de l'école. Madame Dorothy Campbell servait à la fois de bibliothécaire et de conseillère d'orientation officieuse pour les élèves qui ne correspondaient pas au moule traditionnel. Professeure d'université à la retraite revenue dans sa ville natale rurale après la mort de son mari, elle reconnaissait un potentiel intellectuel que d'autres ignoraient. Ses encouragements doux et sa vaste bibliothèque personnelle ont ouvert de nouveaux mondes d'apprentissage qui s'étendaient bien au-delà du programme limité de Meadowbrook. Tu as un esprit mathématique, a-t-elle observé après avoir examiné mes devoirs pendant les périodes d'études. La façon dont tu résous les problèmes montre une capacité d'analyse exceptionnelle. As-tu envisagé une carrière d'ingénieur? La suggestion semblait risible au début. Les filles de la campagne issues de familles brisées ne devenaient pas ingénieurs. Mais Madame Campbell m'a fait découvrir des biographies de femmes qui avaient réussi dans des domaines techniques, m'a aidé à comprendre les exigences d'admission à l'université, et m'a progressivement convaincu que la réussite intellectuelle pouvait être une échappatoire à des circonstances qui semblaient permanentes. J'ai commencé à donner des cours particuliers à des camarades de classe en difficulté en mathématiques et en sciences, gagnant de petites sommes d'argent que j'économisais religieusement. Le bouche à oreille sur mon efficacité s'est répandu, et j'ai bientôt eu des clients réguliers dont les notes améliorées m'ont valu le respect réticent des professeurs qui m'avaient initialement rejeté comme une autre enfant de ferme temporaire. Oncle Marcus a remarqué ma confiance accrue et ma concentration académique.
son extérieur bourru dissimulait une intelligence vive qui avait été réprimée par des générations de nécessités économiques, mais il comprenait la valeur de l'éducation d'une manière qui m'a surprise. « Ton père a fait une erreur en te laissant partir », a-t-il dit un soir alors que nous réparions des poteaux de clôture ensemble. Mais son erreur pourrait bien devenir ta bénédiction si tu es assez intelligente pour saisir les opportunités qu'elle crée. La transformation de tante Patricia a pris plus de temps mais s'est avérée plus profonde. Alors qu'elle me regardait m'attaquer aux responsabilités de la ferme sans me plaindre tout en excellant sur le plan scolaire, son ressentiment s'est progressivement transformé en quelque chose qui approchait la fierté maternelle. Elle a commencé à m'inclure dans les décisions du ménage, à m'enseigner des compétences pratiques comme la budgétisation et la planification des repas, et à partager des histoires sur ses propres rêves d'éducation contrariés. Je voulais être enseignante, a-t-elle admis pendant que nous conservions la récolte de tomates d'automne. Mais les femmes de ma génération n'avaient pas ces chances facilement. Tu as des capacités que je n'ai jamais eues, et tu vis à une époque où ces capacités peuvent t'emmener loin. À la fin de ma 2e année de lycée, j'avais cessé d'écrire des lettres sans réponse à Springfield et j'avais commencé à planifier un avenir qui n'incluait pas la famille qui m'avait rejeté. La douleur demeurait, mais elle s'était transformée en carburant pour des réalisations dont il ne serait jamais témoin et qu'il ne célébrerait jamais. L'année de première a marqué le début de ma révolution académique. Je me suis lancé dans les mathématiques et les sciences avec l'intensité de quelqu'un dont la survie dépendait de la réussite intellectuelle. La chimie est devenue ma passion particulière alors que je découvrais la logique élégante qui sous-tend les interactions moléculaires. La physique a révélé des principes universels qui régissaient tout, des pommes qui tombent aux planètes en orbite, et j'ai trouvé un profond réconfort dans des lois qui restaient constantes, indépendamment de la cruauté humaine ou du dysfonctionnement familial. Madame Campbell a pris des dispositions pour que je suive des cours de niveau avancé par correspondance, complétant les offres limitées de Meadowbrook avec du matériel de niveau universitaire. Je dévorais des manuels de calcul pendant les pauses déjeuner, je travaillais sur des problèmes de chimie organique à la lueur d'une lampe, et je réalisais des expériences de physique en utilisant du matériel improvisé dans l'atelier de l'oncle Marcus. Mon travail à temps partiel au Henderson S Family Diner m'a fourni à la fois un revenu et des leçons de vie inattendues. Le restaurant servait les camionneurs voyageant sur l'Interstate 64, les agriculteurs locaux faisant des affaires en ville, et les lycéens cherchant des repas bon marché et des interactions sociales. Travailler les fins de semaine m'a appris sur la nature humaine d'une manière que l'éducation en classe n'aurait jamais pu le faire. La fille de la fac se croit trop bien pour un travail honnête, a ricané Danny Morrison, un camarade de classe dont la famille possédait d'importantes terres agricoles. Il a fait cette observation assez fort pour que les autres clients l'entendent, espérant m'embarrasser pendant que je débarrassais sa table. Il n'y a rien de malhonnête à gagner de l'argent pour ses études, ai-je répondu calmement, continuant mon nettoyage sans accorder d'importance à sa tentative d'humiliation. Le commentaire a suscité des hochements de tête approbateurs de la part des clients adultes qui respectaient l'éthique de travail plutôt que les privilèges hérités. Madame Gladys Henderson, la propriétaire du restaurant et une femme d'affaires avisée malgré son apparence de grand-mère, a reconnu ma fiabilité et mon intelligence. Elle m'a promu de débarrasseuse à caissière, puis à responsable de fin de semaine chargée des procédures d'ouverture et de fermeture. Les responsabilités supplémentaires s'accompagnaient d'une augmentation de salaire qui a considérablement accéléré mes économies pour l'université. Tu as plus de bon sens que la plupart des jeunes du double de ton âge, a-t-elle observé lors d'une matinée de samedi particulièrement chargée. L'université qui t'accueillera aura bien de la chance. La recherche de bourses d'études est devenue mon obsession. Madame Campbell m'a aidé à naviguer dans les exigences de candidature, les procédures de recommandation et les concours de rédaction qui pouvaient fournir une aide financière. J'ai postulé pour des bourses d'études universitaires, des subventions basées sur les besoins, des programmes pour les minorités pour les étudiants de première génération, et des récompenses spécialisées pour les candidats ruraux poursuivant des diplômes en STEM. Les réponses variaient de rejet pur et simple à des offres de financement partiel qui ne couvraient pas la totalité des frais de scolarité. Les programmes d'ingénierie des grandes universités coûtaient beaucoup plus cher que ce que mes économies et les bourses disponibles pouvaient couvrir. L'écart entre mes ressources et mes ambitions semblait insurmontable jusqu'à ce que Madame Campbell suggère une approche différente. Les universités d'État offrent d'excellents programmes d'ingénierie à des coûts plus abordables, a-t-elle expliqué lors d'une de nos séances de conseil régulières. L'université Purdue a l'une des meilleures écoles d'ingénieurs du pays, et les résidents de l'Indiana bénéficient de frais de scolarité réduits. Mais je ne suis pas résidente de l'Indiana, ai-je fait remarquer. Pas encore, a-t-elle convenu. Mais les exigences de résidence peuvent être satisfaites par des procédures spécifiques.
Oncle Marcus a des parents éloignés près de la frontière de l'Indiana qui pourraient être disposés à aider à établir la documentation de résidence. Le plan exigeait une coordination minutieuse et un engagement absolu. Oncle Marcus a contacté son cousin au 2e degré, Harold, qui exploitait une ferme près de Lawrenceburg, en Indiana, juste de l'autre côté de la rivière Ohio par rapport au Kentucky. Harold a accepté de fournir une adresse à des fins de résidence et des documents montrant que j'avais vécu en Indiana pendant la période requise avant l'admission à l'université. Les membres de la communauté locale se sont ralliés à mes ambitions universitaires d'une manière qui m'a profondément ému. Le docteur Patricia Sullivan, l'unique médecin de Meadowbrook, a contribué à hauteur de $500 après avoir examiné mon relevé de notes. James Patterson, propriétaire du magasin général, a fait un don de $300, accompagné d'encouragements à représenter la communauté avec distinction. Même certains camarades de classe qui s'étaient initialement moqués de mon statut d'étrangère ont commencé à exprimer un respect réticent pour ma détermination. Il faut du cran pour viser si haut quand on part de rien, a admis Sarah Whitman pendant notre cours de chimie de terminale. Peut-être que tu nous prouveras que nous avons tort à propos des filles de la ville. La bourse partielle de l'université Purdue m'obligeait à couvrir environ $8 000 par an de frais restants. Entre mes économies du restaurant, les contributions de la communauté et un petit prêt personnel du directeur de la banque de Meadowbrook, j'ai réussi à rassembler suffisamment de fonds pour les dépenses de ma première année. Oncle Marcus a insisté pour couvrir mes frais de transport et me donner de l'argent de poche pour les urgences. « Tu fais partie de la famille maintenant » a-t-il dit sèchement, en me tendant une enveloppe contenant $500. La famille est de la famille à réussir. Tante Patricia m'a surprise avec des cadeaux pratiques pour la vie universitaire, un ensemble complet de linge de maison, des ustensiles de cuisine de base et un manteau d'hiver chaud adapté au temps de l'Indiana. Je suis fier de ce que tu as accompli, a-t-elle dit lors de notre dîner d'adieu. Tu as transformé une mauvaise situation en quelque chose de beau. Le jour de la remise des diplômes est arrivé avec des émotions douces amères. J'ai traversé la modeste scène du lycée de Meadowbrook en tant que major de promotion, prononçant un discours sur la résilience et l'importance de créer sa propre définition de la famille. Oncle Marcus et tante Patricia occupaient des sièges au premier rang, leur visage rayonnant d'une fierté que mes parents biologiques n'avaient jamais montrée. J'avais envoyé des invitations à la remise des diplômes à Springfield plus par obligation que par attente. La réponse est venue sous la forme d'une carte de vœux contenant $25 et une brève note, « Félicitations pour tes accomplissements. Désolé de ne pas pouvoir être présent. C'est le mariage de Tyler ce week-end. Mais nous sommes fiers de tes réussites. Amour, maman et papa. » Le renvoi désinvolte n'avait plus le pouvoir de me dévaster. Le mariage de Tyler avec sa petite amie du lycée représentait leur priorité, tandis que ma réussite scolaire ne méritait qu'une carte après coup. Le contraste a clarifié tout ce que j'avais besoin de comprendre sur leurs valeurs et ma place dans leur monde. Madame Campbell m'a offert un journal relié en cuir comme cadeau de fin d'études. Documente ton parcours, m'a-t-elle conseillé. Un jour, tu voudras te souvenir du chemin que tu as parcouru depuis ton point de départ. Ce soir-là, assise sur le porche de la ferme où j'avais versé tant de larmes pendant mes premières années dans le Kentucky, j'ai écrit ma première entrée de journal. Aujourd'hui marque la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Je pars pour l'université Purdue en août, non pas comme la fille non désirée qui a été rejetée, mais comme une jeune femme qui a appris à créer son propre foyer. Je dois trouver ses propres opportunités et définir sa propre valeur. La famille qui m'a rejeté m'a fait le plus beau cadeau possible, la nécessité de découvrir ma propre force. Le campus de l'université Purdue à West Lafayette m'a complètement submergé pendant la semaine d'orientation. Les bâtiments universitaires tentaculaires, les laboratoires de pointe et les milliers d'étudiants confiants créaient un environnement différent de tout ce que j'avais connu. Mes camarades étudiants en ingénierie sont arrivés avec des ordinateurs portables coûteux, des sacs à dos de marquer des références désinvoltes aux relations familiales et aux grandes entreprises. J'ai emménagé à Cary Quadrangle, le plus ancien et le plus abordable des dortoirs du campus, partageant une chambre exiguë avec Jennifer Walsh, de la banlieue de Chicago. Le père de Jennifer travaillait comme cadre chez Boeing. Sa mère siégeait à divers conseils d'administration d'œuvres de bienfaisance, et leur famille prenait des vacances de ski annuelles dans le Colorado. Son côté de notre chambre comprenait un ordinateur de bureau, un mini-réfrigérateur et suffisamment de vêtements pour approvisionner une petite boutique. Mes affaires tenaient facilement dans 2 tiroirs de commode et une étroite section de placards. Le contraste entre nos possessions a mis en évidence le fossé économique qui nous séparait. Mais Jennifer m'a traité avec une curiosité amicale plutôt qu'avec jugement.
Tu viens du Kentucky, a-t-elle demandé en organisant sa vaste collection de maquillage. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'une vraie ferme auparavant. Ça a dû être si intéressant. Son intérêt sincère a contribué à apaiser mon anxiété sociale, mais j'ai vite découvert que Jennifer représentait une exception plutôt que la norme. Certains de ces étudiants venaient de milieux aisés qui offraient des avantages que je ne pouvais même pas commencer à égaler. Ils discutaient de stages dans les entreprises de leurs parents, d'opportunités de réseautage par le biais d'amis de la famille, et d'emplois d'été qui rapportaient des salaires substantiels tout en établissant des contacts professionnels. Mon travail-étude consistait à nettoyer les laboratoires après les heures de travail pour le salaire minimum. Pendant que d'autres étudiants socialisaient ou étudiaient ensemble, je passais mes soirées à laver les sols, à vider les poubelles et à stériliser le matériel dans le bâtiment de chimie. Le travail n'était pas dégradant, mais il renforçait mon statut d'étrangère essayant de gagner ma place dans un environnement où d'autres appartenaient de droit de naissance. Sur le plan scolaire, j'ai excellé dès le début. Les concepts mathématiques et scientifiques qui mettaient au défi mes camarades de classe me semblaient intuitivement logiques. J'avais beaucoup de pensées systémiques et de résolution de problèmes pratiques d'une manière que l'éducation de banlieue ne pouvait pas fournir. Quelle qu'en soit la raison, mes notes se classaient constamment parmi les plus élevées dans chaque cours. Socialement, cependant, je luttais avec des sentiments persistants d'inadéquation. D'autres étudiants possédaient des connaissances culturelles et des compétences sociales qui me manquaient totalement. Ils comprenaient les protocoles tacites concernant les vêtements appropriés, les sujets de conversation et les attentes comportementales qui semblaient étrangers à mes sensibilités directes, élevées à la ferme. Tu devrais rejoindre notre groupe d'études, a suggéré Marcus Chen, un brillant étudiant en informatique dont les parents avaient immigré de Taïwan. Nous nous réunissons tous les jeudis soirs pour revoir les séries de problèmes et nous préparer aux examens. J'ai assisté à une session dans le lieu de prédilection du groupe, un café chic près du campus, où les étudiants payaient 4 $ pour des boissons qui coûtaient plus que mon budget alimentaire quotidien total. Les discussions académiques étaient stimulantes, mais je ne pouvais pas me permettre de participer régulièrement à leurs coutumes sociales. Le professeur Amanda Richardson a changé la trajectoire de mon expérience universitaire au cours du 2e semestre de chimie organique. Le docteur Richardson, un instructeur exigeant avec une réputation de rigueur académique, a remarqué ma performance constante sur des séries de problèmes et des exercices de laboratoire difficiles. Mademoiselle Thompson, pourriez-vous rester un moment après le cours, a-t-elle demandé après un examen particulièrement difficile. Je me suis approché de son bureau nerveusement, supposant que j'avais d'une manière ou d'une autre enfreint les attentes ou commis des erreurs dans mon travail. Au lieu de cela, le docteur Richardson m'a offert une opportunité qui allait transformer mon parcours éducatif. Votre approche analytique des problèmes de synthèse moléculaire montre une créativité exceptionnelle, a-t-elle observé. Avez-vous envisagé des opportunités de recherche de premier cycle? Je commence un projet sur la chimie agricole durable qui pourrait bénéficier de votre perspective unique. Le poste de recherche offrait une modeste rémunération tout en offrant une expérience de laboratoire inestimable. Le projet du Dr Richardson visait à développer des pesticides respectueux de l'environnement qui réduiraient le ruissellement chimique tout en maintenant les rendements des cultures. Mon expérience agricole est soudainement devenue un atout plutôt qu'un handicap, fournissant des connaissances pratiques sur les applications agricoles qui complétaient les principes théoriques de la chimie. Vous comprenez comment les agriculteurs travaillent réellement, a expliqué le Dr Richardson lors de notre première réunion de recherche. La plupart des étudiants en chimie abordent les problèmes agricoles d'un point de vue purement académique. Votre connaissance des défis agricoles du monde réel rend vos contributions uniques et précieuses. Le travail de recherche m'a dynamisé d'une manière que les cours de routine ne pouvaient pas égaler. J'ai passé d'innombrables heures dans le laboratoire du Dr Richardson à concevoir des expériences, à analyser les résultats et à contribuer à des articles scientifiques qui seraient publiés dans des revues à comité de lecture. L'expérience a révélé des possibilités de carrière que je n'avais jamais imaginées tout en fournissant un soutien financier qui a soulagé mon anxiété économique constante. L'année de licence a apporté une reconnaissance inattendue lorsque notre équipe de recherche a reçu un financement de l'Agence de protection de l'environnement pour étendre notre développement de pesticides durables. Les grandes sociétés agricoles ont commencé à s'intéresser à nos résultats préliminaires, et je me suis retrouvé à participer à des conférences professionnelles où les leaders de l'industrie sollicitaient mon avis sur les applications pratiques. Le travail de Thomson sur les mécanismes de ciblage moléculaire pourrait révolutionner l'agriculture de précision, a déclaré le Dr Richardson lors d'un rassemblement de chercheurs d'entreprises de Dow Chemical et Monsanto.
Sa synthèse de la chimie théorique et des connaissances agricoles pratiques produit des aperçus que ni la recherche universitaire ni le développement industriel n'atteignent généralement seuls. L'attention me semblait surréaliste pour quelqu'un qui avait été rejeté par sa propre famille comme sans valeur. Les entreprises agricoles m'ont offert des stages qui payaient plus d'argent que je n'avais jamais imaginé gagner. Mon travail de consultante au sein de l'équipe de recherche du Dr Richardson a généré des revenus qui m'ont permis de réduire mes heures de travail-études et de me concentrer plus intensément sur la réussite scolaire. En dernière année, j'avais acquis une expertise suffisante pour présenter des recherches indépendantes lors de conférences nationales de chimie. Mon travail sur la technologie agricole durable a attiré l'attention des entreprises du Fortune 500 à la recherche de solutions innovantes aux défis environnementaux. Les mêmes capacités d'analyse qui m'avaient aidé à survivre à l'isolement rural m'ouvraient désormais les portes d'opportunités que je n'avais jamais osé envisager. Les entretiens de recrutement ont commencé pendant le semestre d'automne, avec des entreprises qui m'ont fait venir à leur siège social et m'ont offert des packages de rémunération qui dépassaient mes attentes les plus optimistes. La transformation de l'enfant de ferme non désiré en professionnel recherché me donnait l'impression de sortir d'un long tunnel pour entrer dans une lumière éclatante. Oncle Marcus et tante Patricia ont assisté à ma cérémonie de remise des diplômes universitaires, leur visage rayonnant de fierté alors que je traversais la scène pour recevoir mon baccalauréat ès sciences en génie chimique avec les plus hautes distinctions. Le Dr Richardson m'a remis un prix de reconnaissance spécial pour une recherche de premier cycle exceptionnelle, et plusieurs entreprises m'avaient déjà proposé des emplois après l'obtention de mon diplôme. Le matin de la remise des diplômes, j'ai reçu une autre carte de vœux de mes parents contenant $50 et des félicitations pour ma réussite scolaire. Aucune reconnaissance de mes accomplissements en recherche, aucune expression de regret pour avoir manqué une étape aussi importante, aucune invitation à célébrer avec la famille qui m'avait élevé. Leur indifférence ne me piquait plus car j'avais découvert ma vraie valeur à travers des réalisations qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni apprécier. La fille qu'ils avaient rejetée comme sans valeur était devenue quelqu'un dont les capacités étaient reconnues et récompensées par des professionnels au plus haut niveau de l'industrie américaine. Pendant la réception de remise des diplômes, j'ai appris des nouvelles dévastatrices sur Tyler par l'intermédiaire d'une connaissance commune de Springfield. Rachel Morrison, qui avait fréquenté le lycée avec nous deux, m'a approché avec un malaise évident à l'idée de partager des informations familiales. « Je pensais que tu devrais savoir », a-t-elle dit avec hésitation. Tyler a abandonné l'université du Kentucky après sa première année. Il s'est mis à jouer et a perdu sa bourse de football. Tes parents le couvrent depuis, disant à tout le monde qu'il poursuit des opportunités d'affaires. La révélation offrait une ironie parfaite, alors qu'ils avaient tout sacrifié pour préserver l'avenir prometteur de Tyler, il avait gaspillé tous les avantages qu'il lui avait fournis. Pendant ce temps, la fille qu'ils avaient abandonnée avait réussi au-delà de leurs rêves les plus fous grâce à une détermination et une intelligence qu'ils n'avaient jamais pris la peine de reconnaître. Greenfield Innovation occupait un entrepôt reconverti dans le centre-ville d'Indianapolis, où 23 ingénieurs et agronomes ambitieux travaillaient à révolutionner l'agriculture américaine grâce à la technologie. L'atmosphère de start-up bourdonnait d'énergie créative alors que des esprits brillants collaboraient à des solutions pour nourrir une population mondiale croissante tout en protégeant les ressources environnementales. Mon poste d'ingénieur principal des systèmes agricoles consistait à développer des technologies d'agriculture de précision qui optimiseraient les rendements des cultures tout en minimisant les intrants chimiques. Le travail combinait ma formation en chimie avec des connaissances agricoles pratiques d'une manière qui semblait parfaitement correspondre à mes capacités et à mes intérêts. La maîtrise de Thomson à la fois de la science moléculaire et des défis agricoles du monde réel la rend inestimable, a expliqué le Dr Michael Foster, fondateur et PDG de Greenfield. Elle comble le fossé entre la recherche théorique et la mise en œuvre pratique mieux que quiconque avec qui j'ai jamais travaillé. Mon premier grand projet a consisté à créer des systèmes d'irrigation intelligents qui surveillaient l'humidité du sol, les conditions météorologiques et les stades de croissance des cultures pour fournir des quantités d'eau calculées avec précision. La technologie a réduit la consommation d'eau de 35% tout en augmentant les rendements de 12% en moyenne dans les fermes pilotes de l'Indiana, de l'Illinois et de l'Iowa. Le succès a attiré l'attention des grandes entreprises agricoles cherchant à obtenir une licence pour nos innovations. John Deere, Caterpillar et plusieurs entreprises chimiques ont entamé des négociations pour des droits de distribution exclusifs des technologies que j'avais développées. Les accords de licence ont généré d'importants paiements de redevances qui ont complété mon salaire déjà généreux. À 24 ans, et gagnant plus d'argent que la plupart des gens après des décennies de carrière, a observé le Dr Sarah Martinez, ma plus proche collègue chez Greenfield. Comment quelqu'un de ton milieu garde-t-il les pieds sur terre avec un tel succès? La question m'a amené à réfléchir à la façon dont ma situation avait changé de façon spectaculaire.
J'ai acheté une belle maison de 3 chambres dans un quartier prestigieux d'Indianapolis, avec des planchers de bois franc, des comptoirs en granit et un garage pour 2 voitures. Le paiement de l'hypothèque dépassait le revenu agricole annuel de l'oncle Marcus, mais ne représentait qu'un faible pourcentage de mes revenus mensuels. Le succès financier m'a permis de rembourser mes dettes et d'exprimer ma gratitude aux personnes qui avaient soutenu mon éducation. J'ai envoyé un chèque de $10 000 à l'oncle Marcus pour moderniser son équipement agricole, malgré ses protestations contre le fait d'accepter de l'argent de la famille. Madame Campbell a reçu un financement pour créer un programme de bourse d'études rurales qui aiderait d'autres étudiants à échapper à des circonstances limitées grâce à l'éducation. C'est trop, a protesté Madame Campbell lorsque je lui ai remis un don de $25 000 pour le fonds de bourse d'études. J'ai simplement fait ce que tout enseignant devrait faire. Vous m'avez sauvé la vie, ai-je répondu honnêtement. Cet argent sauvera d'autres vies de la même manière que la vôtre a été sauvée. La reconnaissance professionnelle est arrivée par le biais de publications de l'industrie et d'invitations à des conférences. Le magazine Agricultural Engineering m'a mise en couverture comme l'une des 30 jeunes professionnels qui remodèlent l'agriculture américaine. L'American Society of Agricultural Engineers m'a invité à prononcer des discours d'ouverture sur le développement de technologies durables lors de leur conférence annuelle. Plus important encore, mes innovations faisaient une différence mesurable dans les communautés agricoles du Midwest. Les petites fermes familiales utilisant nos technologies ont signalé une rentabilité accrue tout en réduisant leur impact environnemental. Les mêmes communautés rurales qui m'avaient semblé limitantes pendant ma jeunesse bénéficiaient maintenant des solutions que j'avais développées. Votre système d'application d'engrais intelligent a sauvé notre ferme, a écrit Harold Patterson, un producteur de maïs et de soja de 3e génération du sud de l'Indiana. Nous avons réduit les coûts des produits chimiques de 40% tout en produisant nos meilleurs rendements jamais obtenus. Vous nous avez donné l'espoir de transmettre cette exploitation à nos enfants. De telles lettres procuraient une satisfaction plus profonde que les récompenses financières ou les distinctions professionnelles. J'utilisais des capacités que ma famille biologique n'avait jamais reconnues pour aider des personnes qui partageaient mon milieu rural et comprenaient les défis de la vie agricole. Les relations personnelles étaient restées secondaires au développement de ma carrière jusqu'à ce que je rencontre le Dr James Morrison lors d'une conférence de médecine vétérinaire où je présentais des recherches sur les alternatives de pesticides sans danger pour les animaux. James était spécialisé dans la pratique des grands animaux, servant les communautés agricoles du centre de l'Indiana avec le même dévouement à la vie rurale qui motivait mon propre travail. Vous comprenez vraiment l'agriculture, a-t-il dit lors de notre première conversation autour d'un café. La plupart des gens dans votre position parlent de l'agriculture comme d'un concept abstrait plutôt que d'un mode de vie qui nourrit le monde. James possédait des qualités que je n'avais jamais rencontrées dans mes relations précédentes, un respect sincère pour mon intelligence, une appréciation de mon parcours et une compréhension des valeurs que la vie rurale m'avait inculquées. Il considérait mes réussites comme des sources de fierté plutôt que d'intimidation, et son propre engagement à servir les communautés agricoles s'alignait parfaitement avec ma mission professionnelle. Notre relation s'est développée progressivement grâce à des intérêts partagés et des valeurs compatibles. James a grandi dans une ferme laitière du Wisconsin, a financé ses études de vétérinaire et a choisi la pratique rurale plutôt que des opportunités urbaines plus lucratives parce qu'il croyait au service des communautés que d'autres négligeaient. Nous sommes tous les deux la preuve que les origines rurales produisent des avantages plutôt que des limitations, a-t-il observé lors d'une de nos nombreuses conversations sur le dépassement des stéréotypes. Les citadins nous croient naïfs, mais nous comprenons l'éthique du travail, la responsabilité communautaire et la résolution de problèmes pratiques d'une manière qu'ils n'apprennent jamais. Après 2 ans de relation, James m'a demandé en mariage lors d'une visite à la ferme de l'oncle Marcus, demandant sa permission de la manière traditionnelle qui honorait l'homme qui m'avait vraiment élevé. La bague de fiançailles comportait un diamant de 2 carats qui scintillait comme un rayon de soleil capturé, représentant un avenir que je n'avais jamais osé imaginer pendant mes moments les plus sombres de rejet familial. Tout au long de ces années de succès professionnel et personnel, je n'ai maintenu aucun contact avec mes parents biologiques ou Tyler. Leur vie croisait parfois ma conscience à travers des publications sur les réseaux sociaux qui révélaient des luttes et des déceptions continues. Tyler avait tenté plusieurs entreprises commerciales qui avaient échoué de manière spectaculaire, accumulant des dettes et des problèmes juridiques que mes parents aidaient apparemment à gérer. Leurs photos sur Facebook montraient une famille essayant de maintenir les apparences tout en faisant face à un stress financier qui était devenu chronique plutôt que temporaire. L'atelier automobile de Robert ne s'était jamais remis de la récession économique, Grace travaillait à temps partiel dans le commerce de détail pour compléter leurs revenus, et Tyler vivait dans leur sous-sol tout en poursuivant de vagues projets entrepreneuriaux. Ils ont fait leur choix, a observé l'oncle Marcus lors d'une de mes visites régulières à la ferme.
Tu as fait les tiens. Les résultats parlent d'eux-mêmes pour savoir qui a compris ce qui comptait vraiment. Tante Patricia était devenue la figure maternelle dont j'avais toujours eu besoin, offrant un soutien émotionnel et une sagesse pratique sans le dysfonctionnement toxique qui avait caractérisé mes premières relations familiales. Tu es devenue tout ce que j'espérais d'une fille, a-t-elle dit lors de l'annonce de mes fiançailles. Te voir réussir a été la plus grande joie de ma vie. Le contraste entre la famille qui m'avait rejeté et la famille qui m'avait adopté n'aurait pas pu être plus saisissant. Oncle Marcus et tante Patricia ont célébré chaque réussite, soutenu chaque défi et fourni un amour inconditionnel que mes parents biologiques n'avaient jamais offert, même dans les meilleurs moments. Le sang ne fait pas la famille, ai-je réfléchi en écrivant dans le journal que Madame Campbell m'avait donné des années plus tôt. L'amour, le soutien et les valeurs partagées font la famille. J'ai eu la chance de découvrir la différence. Ma réputation professionnelle a continué de croître alors que les entreprises agricoles sollicitaient mon expertise pour des projets de plus en plus complexes. L'EPA m'a invité à siéger à des comités consultatifs pour les réglementations sur l'agriculture durable. Des organisations internationales ont demandé des services de conseil pour les pays en développement cherchant à améliorer la sécurité alimentaire grâce à l'innovation technologique. À 27 ans, j'avais atteint une sécurité financière, une reconnaissance professionnelle et un bonheur personnel qui dépassaient mes rêves les plus ambitieux. La fille non désirée qui avait été vendue à des parents pour $5 000 facturait désormais des honoraires de conseil de $1 000 de l'heure pour une expertise agricole que les grandes entreprises appréciaient. L'ironie ne m'a pas échappé que mon succès découlait directement du milieu rural que mes parents biologiques avaient considéré comme inférieur aux avantages de la banlieue. Tout ce qu'ils avaient rejeté de ma destination potentielle était devenu le fondement de réalisation qu'ils n'auraient jamais pu imaginer ou soutenir. L'appel téléphonique est arrivé un froid matin de février alors que j'examinais les rapports trimestriels dans mon bureau d'Indianapolis. L'identification de l'appelant affichait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais la voix appartenait à quelqu'un dont j'avais presque oublié l'existence. Allison, c'est grand-mère Hélène. La voix âgée portait une chaleur qui m'a immédiatement ramené à des souvenirs d'enfance de réunions de vacances avant que tout ne s'effondre. Ma chérie, j'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle au travail. Grand-mère Hélène était restée en marge du drame familial qui avait détruit ma relation avec mes parents. À 78 ans, elle vivait de manière indépendante dans la petite maison où mon père avait grandi, entretenant des relations cordiales avec tout le monde tout en évitant de prendre parti dans des différends qu'elle ne pouvait pas résoudre. Grand-mère, c'est merveilleux de t'entendre, ai-je répondu honnêtement. Comment as-tu eu mon numéro? J'ai mes moyens, a-t-elle gloussé. Ma chérie, j'ai suivi ta carrière grâce à ce truc, Internet. Ma voisine m'a aidé à apprendre. Je suis si fier de ce que tu as accompli. Tes parents ne savent pas comment te joindre, mais je voulais que tu sois au courant de la célébration de mon prochain anniversaire. La conversation qui a suivi a révélé une planification minutieuse derrière ce qui semblait être une simple réunion de famille. Grand-mère Hélène allait avoir 79 ans en mars et avait décidé d'organiser un dîner de réunion pour les membres de la famille immédiate. Elle m'a spécifiquement demandé d'y assister, soulignant à quel point ma présence signifierait pour elle. J'ai vécu assez longtemps pour comprendre que les querelles de famille causent plus de dégâts que les gens ne le réalisent, a-t-elle expliqué doucement. La vie est trop courte pour les rancunes permanentes, surtout quand toutes les personnes impliquées ont grandi et changé au fil des ans. Son invitation comprenait des informations subtiles sur la situation actuelle de mes parents qui brossaient un tableau de lutte et de déception continue. L'entreprise automobile de Robert ne s'était jamais remise de la récession économique et risquait la fermeture définitive d'ici quelques mois. Grace occupait 2 emplois à temps partiel pour compléter leurs revenus en baisse. Tyler continuait de vivre avec eux tout en poursuivant des projets de richesse rapide infructueux qui créaient plus de problèmes que de solutions. Ils demandent parfois de tes nouvelles, a mentionné prudemment grand-mère Hélène. Je pense qu'ils ont réalisé que des erreurs ont été commises, mais la fierté empêche les gens d'admettre quand ils ont eu tort. La perspective de retrouver la famille qui m'avait abandonné a créé des émotions contradictoires. Une partie de moi voulait éviter de rouvrir de vieilles blessures qui avaient finalement guéri grâce à des années de thérapie et de croissance personnelle. Une autre partie était curieuse de confronter les personnes qui avaient façonné ma vie par leur cruauté et leur indifférence. Tyler sera-t-il là, ai-je demandé. Il le sera, a confirmé grand-mère Hélène. Avec sa femme et leurs 2 enfants. Tes parents sont impatients de te présenter ta nièce et ton neveu, si tu es d'accord pour les rencontrer. La mention d'enfants dont on ne m'avait jamais parlé m'a semblé particulièrement douloureuse. Tyler avait fondé une famille pendant que je réussissais professionnellement, et aucune de ces étapes n'avait suscité de communication entre nous.
Nous étions devenus des étrangers ne partageant que des liens biologiques et des souvenirs d'enfance. Je vais devoir y réfléchir, lui ai-je dit. Bien sûr, ma chérie. Mais s'il te plaît, ne laisse pas les vieilles blessures t'empêcher de nouer de nouvelles relations. Parfois, les plus beaux cadeaux viennent des endroits les plus inattendus. Après avoir raccroché, j'ai fait des recherches sur la situation actuelle de ma famille dans les archives publiques et les profils des réseaux sociaux. Les informations ont confirmé l'évaluation de grand-mère Hélène sur leurs difficultés financières. Robert et Grace avaient déposé le bilan 2 fois depuis mon départ et vivaient actuellement dans un modeste appartement en location plutôt que dans la maison améliorée qu'ils avaient achetée avec l'argent de l'assurance. La présence en ligne de Tyler révélait un schéma d'entreprise commerciale ratée, de dettes impayées et de complications juridiques qui suggéraient de sérieux problèmes de jugement. Son profil LinkedIn le présentait comme un entrepreneur et consultant, mais son historique d'emploi ne montrait aucune source de revenus constante ni de réalisation professionnelle. Le contraste entre nos chemins divergents n'aurait pas pu être plus spectaculaire. Alors que j'avais bâti une carrière basée sur l'éducation, le travail acharné et un comportement éthique, Tyler avait gaspillé tous les avantages que nos parents lui avaient fournis par de mauvaises décisions et une attitude de privilégié. « Tu devrais y aller », m'a conseillé James lorsque j'ai discuté de l'invitation de grand-mère Hélène avec lui. Pas pour eux, mais pour toi. La clôture nécessite d'affronter le passé plutôt que de l'éviter pour toujours. Oncle Marcus et tante Patricia assisteraient également à la célébration d'anniversaire, fournissant un soutien émotionnel et un renforcement moral si la réunion devenait difficile. Leur présence garantissait que je n'affronterais pas ma famille biologique seule ou sans défenseur qui comprenait mon histoire et soutenait mes réussites. Nous serons là avec toi, m'a assuré tante Patricia lors de notre conversation téléphonique à propos de l'événement. Marcus et moi sommes impatients de montrer notre fille accomplie à des gens qui n'ont jamais apprécié ce qu'ils avaient. La décision d'y assister a nécessité une préparation minutieuse, tant sur le plan émotionnel que pratique. J'ai programmé des séances de thérapie supplémentaires pour traiter les sentiments anticipés et développer des stratégies pour maintenir mes limites psychologiques. J'ai également planifié mon apparence et mon comportement pour démontrer le succès dont ils n'avaient jamais été témoins ni qu'ils n'avaient jamais célébré. Mon choix de vêtements pour la réunion envoyait des messages délibérés sur ma transformation de l'enfant de ferme non désiré en professionnel accompli. La robe bleu marine coûtait plus que ce que mes parents gagnaient actuellement en un mois. Le collier de perles était un cadeau de James pour ma récente promotion, et la bague de fiançailles en diamant scintillait de promesses d'un avenir rempli d'amour et de respect. La BMW que je conduirais pour la réunion représentait un succès que ma famille ne pouvait ignorer ou rejeter. Le véhicule de luxe coûtait plus que le revenu annuel de Tyler et démontrait des réalisations financières qui parlaient plus fort que les mots sur les conséquences de leurs décisions d'autrefois. N'oubliez pas, vous n'y allez pas pour chercher leur approbation, m'a rappelé ma thérapeute lors de notre dernière séance avant la réunion. Vous y allez pour démontrer votre indépendance vis-à-vis de leurs opinions et de leur traitement. Vous avez déjà réussi au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. La nuit précédant la fête de grand-mère Hélène, j'ai réfléchi au parcours qui m'avait amené à ce moment. 15 ans plus tôt, j'étais une jeune fille de 13 ans au cœur brisé dont les parents l'avaient littéralement vendue à des parents parce qu'ils la considéraient comme superflue. Maintenant, j'étais une femme confiante et accomplie dont l'expertise professionnelle était appréciée par les grandes entreprises et dont la vie personnelle était remplie d'un amour et d'un respect sincère. La réunion serait l'occasion de clore le dernier chapitre de mon traumatisme d'enfance tout en ouvrant de nouvelles possibilités de relations avec des membres de la famille qui avaient appris à apprécier ce que mes parents avaient rejeté. Plus important encore, cela démontrerait à toutes les personnes présentes que leur rejet avait été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Demain, je reprends mon histoire, et j'écris dans mon journal ce soir-là. Non pas comme la fille qu'ils ne voulaient pas, mais comme la femme que je suis devenue parce qu'ils m'ont libérée pour découvrir ma propre valeur. La maison de grand-mère Hélène était exactement comme je me la rappelais de mes visites d'enfance, une modeste structure de 2 étages avec des volets bleus délavés, un porche soutenu par des colonnes blanches, et des jardinières qui fleurissaient de couleurs saisonnières malgré le froid de fin mars. L'allée de gravier contenait déjà plusieurs véhicules, dont un pick-up rouillé et une berline vieillissante qui suggérait les difficultés financières persistantes de mes parents. J'ai garé ma BMW argentée entre le camion de ferme de l'oncle Marcus et un monospace inconnu qui appartenait vraisemblablement à la famille de Tyler. Le véhicule de luxe a immédiatement attiré l'attention des voisins qui s'étaient rassemblés sur les porches voisins pour observer la réunion dont ils avaient sans doute entendu parler par les réseaux de commérage de la petite ville. Mon reflet dans les vitres teintées de la voiture montrait une femme posée et accomplie dont l'apparence commandait le respect dans n'importe quel contexte professionnel. La robe bleu marine soulignait ma silhouette élancée tout en conservant une élégance sophistiquée,
des boucles d'oreilles en diamant captaient la lumière de l'après-midi, et ma bague de fiançailles scintillait de promesses de bonheur futur que ma famille biologique n'avait jamais soutenu ni célébré. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je ne puisse frapper, révélant le visage buriné de grand-mère Hélène, ridé d'une joie sincère. À 79 ans, elle avait vieilli avec grâce, ses cheveux argentés soigneusement coiffés et ses yeux bleus brillants d'une intelligence que les années ne pouvaient pas diminuer. « Alison, ma chérie », s'est-elle exclamée, m'embrassant avec une force surprenante. « Tu es absolument radieuse. Encore plus belle que sur les photos des magazines que j'ai trouvées en ligne. » Sa chaleur était comme entrer dans un rayon de soleil après des années de froideur. Nous avions maintenu un contact sporadique par des cartes de vœux et de brefs appels téléphoniques, mais la revoir a réveillé des souvenirs d'enfance d'un amour inconditionnel qui avait été rare dans ma première expérience familiale. « Merci de m'avoir invité, grand-mère, ai-je répondu, et je le pensais. Tu m'as manqué plus que tu ne le penses. Entre, ma chérie. Il y a des gens impatients de te voir. » Le salon avait été décoré pour la fête d'anniversaire avec des ballons, des serpentins et une grande bannière sur laquelle on pouvait lire « Joyeux 79e anniversaire Hélène ». La disposition des meubles créait des zones de conversation autour de la pièce, et la table de la salle à manger présentait un assortiment de plats faits maison qui remplissait la maison de délicieux arômes. Mes parents se tenaient près de la cheminée, leurs apparences choquantes d'une manière que je n'avais pas anticipée. Robert avait considérablement vieilli, ses cheveux complètement gris et sa silhouette visiblement plus mince que pendant mon enfance. Des rides profondes marquaient son visage, et ses vêtements semblaient usés malgré des efforts évidents pour paraître présentables pour l'occasion. La transformation de Grace était tout aussi surprenante. La femme confiante dont je me souvenais avait été remplacée par quelqu'un qui semblait chroniquement stressé et épuisé. Ses cheveux montraient des racines grises qui nécessitaient une attention professionnelle, son maquillage ne pouvait pas dissimuler les cernes sous ses yeux, et sa posture suggérait le poids des déceptions accumulées. Tyler occupait un fauteuil d'angle avec un malaise évident, sa femme Sarah à ses côtés tandis que leurs deux jeunes enfants jouaient à proximité avec des tablettes qui fournissaient une distraction électronique. À 30 ans, Tyler avait développé un physique mou qui reflétait un mode de vie sédentaire et de mauvais choix de santé. Ses vêtements étaient propres mais quelconques, et toute son attitude suggérait quelqu'un dont la promesse précoce ne s'était jamais concrétisée en une réalisation significative. Dès que mes parents m'ont vu, leurs expressions ont changé rapidement, passant par une séquence d'émotions, la surprise, la confusion, la reconnaissance, et enfin quelque chose qui approchait l'admiration. La main de Grace s'est portée à sa gorge dans un geste inconscient de choc, tandis que la bouche de Robert s'est légèrement ouverte alors qu'il assimilait ma transformation de l'adolescente maladroite qu'ils avaient rejetée. « Alison » a murmuré Grace, comme si elle se demandait si j'étais réelle ou une hallucination élaborée. « Bonjour, maman, papa. » Ma voix portait une confiance calme que des années de succès professionnel avaient développée. Pas de colère, pas d'amertume, juste une reconnaissance polie de leur présence. La réaction de Tyler fut encore plus prononcée, il se leva de son fauteuil, me fixant avec un étonnement non dissimulé qui frisait l'incrédulité. Sa femme, Sarah, suivit son regard avec une curiosité évidente pour ce membre de la famille dont elle avait entendu parler mais qu'elle n'avait jamais rencontré. « Tu as l'air » commença Robert, puis il s'arrêta, les mots lui manquant complètement. « Réussi » ai-je terminé avec un léger sourire. « Merci. J'ai eu de la chance dans mes choix de carrière. » Oncle Marcus et tante Patricia sont arrivés quelques instants plus tard, m'apportant le soutien émotionnel dont j'avais besoin pour naviguer dans cette réunion surréaliste. Marcus se tenait avec la dignité tranquille d'un homme dont le caractère avait été prouvé par des décennies de travail honnête, tandis que Patricia rayonnait d'une fierté maternelle que mes parents biologiques n'avaient jamais démontrée. « Voilà notre fille », annonça chaleureusement Marcus, m'embrassant avec l'affection sincère qui avait remplacé les liens familiaux que j'avais perdus. « Patricia, regarde comme elle est belle. Je suis si fier de toi, ma chérie, me chuchota Patricia pendant notre étreinte. Tu es devenue tout ce que nous espérions et plus encore. Leur soutien inconditionnel m'a donné de la force et de la perspective alors que d'autres membres de la famille assimilaient ma transformation inattendue. Grand-mère Hélène observait les interactions avec satisfaction, clairement ravie que son plan de réunion révèle des vérités qui devaient être reconnues. « Tout le monde, veuillez vous asseoir » demanda grand-mère Hélène. « Je veux entendre ce que tout le monde a fait de sa vie. » La conversation qui a suivi a exposé les contrastes spectaculaires entre nos chemins divergents. Lorsqu'on m'a interrogé sur ma carrière, j'ai décrit mon travail en génie agricole avec une modestie appropriée tout en précisant l'étendue de mes réalisations et de ma reconnaissance.
Je développe des technologies agricoles durables qui aident à réduire l'impact environnemental tout en améliorant les rendements des cultures, ai-je expliqué. Mon entreprise a reçu plusieurs brevets pour des innovations que de grandes sociétés agricoles ont licenciées pour un usage commercial. Des brevets, répéta faiblement Grace. Tu veux dire comme des inventions? 17 brevets jusqu'à présent, et plusieurs autres en attente d'approbation. Les revenus de redevance ont été assez substantiels. Tyler s'est agité inconfortablement sur sa chaise alors que la conversation mettait en lumière des réalisations qu'il ne pouvait même pas commencer à égaler. Interrogé sur ses propres activités, sa réponse a révélé le schéma d'échec qui avait caractérisé sa vie d'adulte. J'explore plusieurs opportunités entrepreneuriales, a-t-il dit vaguement. Le marché des solutions commerciales innovantes est extrêmement compétitif, donc le timing est crucial pour le succès. L'expression de Sarah suggérait qu'elle avait entendu ces dérobades de nombreuses fois auparavant et n'y croyait plus. Leurs enfants continuaient de jouer avec des appareils électroniques, largement inconscients des tensions adultes qui les entouraient. Tyler a travaillé très dur sur ses projets, ajouta Grace avec un enthousiasme forcé qui ne convainquit personne. J'en suis sûr, ai-je répondu diplomatiquement, refusant de chercher des détails qui ne feraient qu'augmenter son embarras. Le dîner d'anniversaire a fourni des occasions de conversation privée alors que les gens se déplaçaient entre les tâches de cuisine et les interactions sociales. Grace m'a coincé près de la table des desserts, sa manière suggérant des points de discussion répétés qu'elle avait préparés pour ce moment. Allison, je veux que tu saches à quel point ton père et moi sommes fiers de tes accomplissements, commença-t-elle avec une nervosité évidente. Nous avons toujours su que tu avais des capacités spéciales. Cette révision de l'histoire était d'une audace à couper le souffle. Vraiment? Je ne me souviens pas que vous ayez mentionné cela il y a 15 ans quand vous m'avez renvoyé. Oh ma chérie, ce n'était pas à propos de ton potentiel. Nous faisions face à des circonstances financières si difficiles. Nous pensions que l'oncle Marcus pourrait offrir des opportunités que nous ne pouvions pas offrir pendant ces temps difficiles. Vous voulez dire comme me vendre pour $5000 pour payer vos factures? Le visage de Grace est devenu pâle alors qu'elle réalisait que je savais pour l'argent qu'ils avaient reçu. Ce n'était pas nous n'avons pas Marcus avait besoin d'aide pour les dépenses. Maman, ne réécrivons pas l'histoire. Vous avez gardé Tyler parce que vous croyez qu'il avait plus de potentiel que moi. Vous m'avez renvoyé parce que vous me considériez comme superflu. C'était vos choix, et vous y aviez droit. Mais s'il vous plaît, n'insultez pas mon intelligence en prétendant que c'était des actes d'amour. Robert a rejoint notre conversation avec sa propre tentative de limiter les dégâts. Allison, tu dois comprendre la pression que nous subissions. L'entreprise était en faillite, nous étions menacés de saisie, et nous avons dû prendre des décisions impossibles concernant l'avenir de tout le monde. Sauf que vous n'étiez pas menacé de saisie, ai-je corrigé doucement. Vous avez touché l'argent de l'assurance d'un incendie de maison bien pratique et vous avez déménagé dans un meilleur quartier. Pendant ce temps, je nettoyais des stalles de chevaux en me demandant pourquoi ma famille ne m'aimait pas assez pour me garder. Les accusations flottaient dans l'air entre nous comme des nuages toxiques. Aucun des deux parents n'a tenté de nier davantage car la preuve de leur tromperie était indéniable. Au lieu de cela, ils se sont réfugiés dans un silence inconfortable pendant que je continuais à servir le gâteau d'anniversaire aux parents qui s'étaient rassemblés pour assister à cette confrontation attendue depuis longtemps. Tyler m'a approché plus tard pendant que j'aidais à nettoyer la vaisselle, sa manière suggérant qu'il voulait aborder notre relation brisée sans témoin. Allison, je sais que les choses se sont compliquées quand nous étions enfants, mais j'espère que nous pourrons reconstruire une sorte de lien. Compliqué, ai-je répété. Tyler, tes parents t'ont gardé parce qu'ils pensaient que tu étais spécial et ils m'ont renvoyé parce qu'ils pensaient que j'étais sans valeur. Il n'y a rien de compliqué dans cette équation. Ils essayaient de faire ce qui était le mieux pour tout le monde. Non, ils essayaient de faire ce qui était le plus facile pour eux. La différence est importante. Sa défense a révélé qu'il ne pouvait toujours pas reconnaître l'injustice fondamentale de ce qui s'était passé. Tu sembles avoir bien réussi, malgré tout. J'ai réussi à cause de tout, pas malgré tout. Être rejeté par sa famille soit vous détruit, soit vous force à découvrir votre propre force. Je suis reconnaissante pour la leçon, mais cela n'excuse pas la cruauté de la manière dont elle a été administrée. Le moment central est arrivé lorsque grand-mère Hélène a rassemblé tout le monde pour des toasts d'anniversaire et une annonce spéciale. Elle s'est positionnée près de la cheminée où tout le monde pouvait la voir et l'entendre clairement, son expression sérieuse malgré l'occasion festive. À mon âge,
Les anniversaires sont des rappels que le temps est précieux et ne devrait pas être gaspillé en fierté ou en entêtement, a-t-elle commencé. J'ai vu cette famille faire des erreurs qui ont causé des douleurs inutiles, et j'ai décidé d'aborder certaines de ces erreurs directement. Elle a fait une pause pour que ses paroles soient bien comprises avant de continuer. J'ai suivi les réalisations d'Alison à travers des articles de magazines, des histoires sur Internet et des rapports de personnes qui la connaissent professionnellement. Cette jeune femme a accompli plus en 28 ans que la plupart des gens n'accomplissent en une vie entière. Grand-mère, ai-je commencé, mal à l'aise avec les éloges publics. Chut, mon enfant. Il faut que ce soit dit. Sa voix portait une autorité qui a fait taire toutes les objections. Alison détient 17 brevets pour des innovations agricoles, siège à des comités consultatifs gouvernementaux et gagne plus d'argent que tout le monde dans cette pièce réunie. Elle est fiancée à un homme merveilleux qui la traite avec le respect qu'elle mérite, et elle a utilisé son succès pour aider d'autres personnes par le biais de programmes de bourse d'études et d'investissement communautaires. Le résumé de mes réalisations devant ma famille biologique a été une véritable justification pour chaque larme que j'avais versée pendant ces premières années de rejet et d'abandon. Grace et Robert fixaient leurs mains tandis que le visage de Tyler rougissait d'un ressentiment évident. Je mentionne ces réalisations non pas pour embarrasser qui que ce soit, mais pour illustrer les conséquences, a poursuivi grand-mère Hélène. Lorsque vous rejetez quelqu'un parce que vous ne reconnaissez pas sa valeur, vous perdez le privilège de célébrer son succès lorsqu'il arrive inévitablement. Elle s'est dirigée vers une enveloppe qu'elle avait placée sur le manteau de la cheminée, en a sorti plusieurs documents juridiques qu'elle a brandis pour que tout le monde puisse les voir. J'ai mis à jour mon testament pour refléter ma compréhension de qui mérite soutien et reconnaissance. La majorité de ma succession ira à la famille d'Alison et de Marcus, qui ont compris l'importance de l'amour et de l'encouragement quand cela comptait le plus. L'annonce a créé un silence stupéfait alors que mes parents et Tyler absorbaient les implications financières de leur choix d'autrefois. Grand-mère Hélène possédait d'importants biens immobiliers et investissements qui fourniraient un héritage significatif à quiconque elle désignerait comme bénéficiaire. Grace, Robert, vous recevrez de petites sommes pour reconnaître notre lien familial. Mais la majeure partie de mes actifs soutiendra les personnes qui ont démontré de vraies valeurs familiales lorsqu'elles ont été mises à l'épreuve. Grace a commencé à pleurer doucement tandis que Robert fixait le sol avec une honte évidente. La réaction de Tyler a été plus volatile, son visage rougissant de colère qu'il avait du mal à contenir devant sa grand-mère. « Ce n'est pas juste, a-t-il protesté. Nous sommes tes parents de sang. Elle est partie depuis 15 ans. Exactement mon propos, a répondu calmement grand-mère Hélène. Elle est partie depuis 15 ans parce que tes parents ont décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être gardée. Maintenant, vous découvrez les conséquences à long terme de cette décision. Je me suis senti obligé d'aborder la situation avec honnêteté plutôt qu'avec cruauté. Me tenant au centre de la pièce où tout le monde pouvait me voir clairement, je me suis adressé directement aux parents qui avaient façonné ma vie par leur rejet. Maman, papa, je veux que vous sachiez que je vous pardonne de m'avoir renvoyé. Avec le recul, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Oncle Marcus et tante Patricia m'ont donné quelque chose que vous n'auriez jamais pu me donner, un amour inconditionnel et la foi en mon potentiel. Grace a levé les yeux à travers ses larmes, une lueur d'espoir dans les yeux qu'une réconciliation puisse accompagner mon pardon. Mais pardonner ne signifie pas oublier ou prétendre que ce que vous avez fait était acceptable. Vous avez fait un choix basé sur vos valeurs et vos priorités. J'ai fait des choix différents basés sur des valeurs différentes. Nous vivons tous avec les conséquences de ces décisions. Je me suis tourné vers Tyler, ne ressentant aucune méchanceté mais aussi aucun désir de fausse réconciliation. Tyler, je ne te blâme pas pour ce qui s'est passé quand nous étions enfants. Tu n'étais qu'un enfant face à des circonstances indépendantes de ta volonté. Mais en tant qu'adulte, nous avons choisi des chemins très différents, et ces chemins ne se croisent pas naturellement. L'honnêteté était libératrice d'une manière que je n'avais pas anticipée. Pendant 15 ans, j'avais porté la colère, le ressentiment et la douleur du traitement de ma famille. Dire la vérité sans chercher à me venger m'a permis de me libérer enfin des fardeaux émotionnels qui avaient pesé sur mon cœur malgré mon succès professionnel. Je suis fiancé à un homme qui m'aime et me respecte inconditionnellement, ai-je poursuivi, levant ma main gauche pour que la bague de fiançailles en diamant capte la lumière. Nous prévoyons un mariage qui célébrera l'amour, l'engagement et les liens familiaux qui ont été choisis plutôt qu'hérités. Oncle Marcus me conduira à l'hôtel parce qu'il a été mon vrai père depuis l'âge de 13 ans. Patricia s'est mise à pleurer de joie tandis que Marcus rayonnait de fierté paternelle. Le contraste entre leur soutien émotionnel et le silence inconfortable de mes parents biologiques illustrait tout ce qu'il fallait comprendre sur les vraies relations familiales.
Je vous souhaite à tous bonheur et succès sur les chemins que vous choisirez, ai-je conclu. Mais ces chemins ne m'incluent pas, et je suis parfaitement en paix avec cette réalité. La fête d'anniversaire s'est terminée par des adieux maladroits et des promesses de rester en contact que tout le monde savait être des gestes creux pour maintenir les apparences. Grace et Robert sont partis rapidement, leur honte et leur déception évidentes pour toutes les personnes présentes. Le départ de Tyler a été tout aussi précipité, son ressentiment à peine contenu alors qu'il conduisait sa famille vers leur monospace. Oncle Marcus, tante Patricia et moi sommes restés pour aider grand-mère Hélène à nettoyer et à digérer l'intensité émotionnelle des révélations de l'après-midi. Les 3 personnes qui m'avaient vraiment aimé et soutenu semblaient revigorées plutôt qu'épuisées par les confrontations qui avaient enfin mis au grand jour des vérités longtemps refoulées. « Tu as géré ça magnifiquement », m'a dit tante Patricia pendant que nous faisions la vaisselle ensemble. « Tu as dit la vérité sans cruauté, tu t'es défendu sans les attaquer, et tu as fait preuve d'une grâce sous pression qui rendrait n'importe qui fier. » J'ai appris en vous regardant, toi et oncle Marcus, ai-je répondu. Vous m'avez appris que la vraie force vient de la connaissance de sa propre valeur plutôt que du besoin que les autres la valident. Grand-mère Hélène m'a prise à part pour une conversation privée avant que je ne parte pour Indianapolis. Son expression mêlait satisfaction et inquiétude alors qu'elle assimilait les révélations émotionnelles de l'après-midi. J'espère que l'annonce de mon testament n'a pas été trop dramatique, a-t-elle dit. Mais parfois, les gens ont besoin de conséquences pour comprendre l'impact de leur choix. Vous m'avez donné quelque chose de plus précieux que l'argent, lui ai-je dit honnêtement. Vous m'avez donné la reconnaissance publique que ma valeur était réelle et qu'elle avait été négligée par des personnes qui auraient dû la reconnaître. Cette validation signifie plus pour moi que n'importe quel héritage. Tu aurais réussi indépendamment de ma reconnaissance, a-t-elle répondu. Mais tout le monde mérite que ces réalisations soient célébrées par une famille qui les aime. Le trajet de retour vers Indianapolis m'a donné le temps de réfléchir à la clôture et au nouveau départ. La réunion avait accompli plus que ce que j'avais espéré, une résolution finale du traumatisme de l'enfance, une reconnaissance publique de mes réalisations, et la confirmation que la famille qui m'avait rejeté avait en effet perdu quelque chose d'irremplaçable par ses choix. Plus important encore, je me sentais véritablement libéré du bagage émotionnel qui avait influencé mes décisions et mes relations malgré des années de thérapie et de succès professionnel. La fille qui avait été jugée sans valeur avait prouvé sa valeur si complètement que même sa famille qui l'avait rejetée ne pouvait nier ou diminuer ses accomplissements. James m'attendait quand je suis rentré à la maison, son sourire compréhensif et son étreinte chaleureuse apportant la conclusion parfaite à une journée intense sur le plan émotionnel. « Comment ça s'est passé » demanda-t-il doucement. « Ça s'est passé exactement comme il le fallait » ai-je répondu, enfin en paix avec mon passé et excité par notre avenir commun. Je suis prête à me concentrer entièrement sur la famille que nous allons construire ensemble. Le lendemain matin, un appel téléphonique inattendu de Tyler est arrivé, sa voix était contenue et très différente du ton défensif qu'il avait utilisé lors de la réunion. « Allison, je voulais m'excuser pour hier. Tu avais raison sur tout ce que tu as dit, et j'y ai pensé toute la nuit. » La conversation qui a suivi a révélé un remords sincère et la reconnaissance que les choix de nos parents avaient été fondamentalement mauvais. Tyler a reconnu qu'il avait gaspillé les avantages qu'ils avaient sacrifiés pour lui fournir, alors que j'avais réussi malgré le fait d'avoir été privé de ces mêmes avantages. « Je n'attends ni pardon ni relation », a-t-il dit doucement. « Mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant à quel point tu as été traité injustement, et je suis sincèrement fier de ce que tu as accompli. » Son honnêteté a ouvert des possibilités de contact limitées à l'avenir, bien qu'aucun de nous ne s'attendait à développer des relations adultes étroites après 15 ans de séparation et de chemins de vie divergents. Parfois, la reconnaissance de la vérité fournit une clôture suffisante même lorsque la réconciliation n'est pas possible ou appropriée. 6 mois plus tard, James et moi nous sommes mariés lors d'une cérémonie qui célébrait l'amour, l'engagement et les liens familiaux choisis. Oncle Marcus m'a conduite à l'hôtel avec des larmes de joie coulant sur ses joues burinées, tandis que tante Patricia était madame d'honneur. Madame Campbell a voyagé depuis le Kentucky pour assister au mariage de l'étudiante dont elle avait reconnu et nourri le potentiel alors que personne d'autre ne croyait en ses capacités. La réception a comporté des toasts qui ont honoré la persévérance, les secondes chances et le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Grand-mère Hélène a offert une bénédiction qui a capturé l'essence de mon parcours, parfois, les plus grands cadeaux se déguisent en rejet. La famille d'Allison pensait qu'elle rejetait quelqu'un sans valeur, mais elle a en fait libéré quelqu'un d'inestimable pour découvrir sa propre force et créer la vie qu'elle était destinée à vivre. Aujourd'hui, en tant que Dr Allison Morrison,
je continue de développer des technologies agricoles durables tout en construisant un mariage basé sur le respect mutuel et des valeurs partagées. La petite fille qui a été vendue pour $5000 parce que sa famille ne reconnaissait pas sa valeur est devenue une femme dont les innovations aident à nourrir le monde tout en protégeant l'environnement. La leçon la plus profonde de mon parcours est que la famille n'est pas définie par la biologie, mais par l'amour, le soutien et un engagement partagé envers le succès de chacun. Parfois, la plus grande cruauté devient la plus grande bénédiction lorsqu'elle vous force à découvrir votre propre valeur et à créer des relations dignes de votre vraie valeur. Mes parents ont fait un choix il y a 15 ans, basé sur leur vision limitée et leurs valeurs erronées. J'ai fait des choix différents, basés sur la résilience, la détermination et l'amour de personnes qui ont reconnu mon potentiel quand cela comptait le plus. Nous vivons tous avec les conséquences de ces décisions, et je ne pourrais être plus reconnaissante de la façon dont mon histoire s'est déroulée. Avez-vous déjà vécu un rejet qui vous a finalement conduit à découvrir votre propre force et votre propre valeur? Parfois, les personnes qui nous blessent le plus nous offrent en réalité les plus beaux cadeaux en nous forçant à devenir qui nous étions censés être. J'aimerais beaucoup entendre vos histoires sur la façon dont vous avez surmonté les défis familiaux et trouvé votre vraie valeur. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance ou le rejet des autres, mais par l'amour que vous choisissez de donner et le caractère que vous choisissez de construire. Puissiez-vous trouver la force de créer la vie que vous méritez, peu importe d'où vous venez ou qui a cru en vous en cours de route. Veuillez partager cette histoire avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin d'encouragement pour surmonter le rejet familial. Aimez cette vidéo si mon parcours a résonné en vous, abonnez-vous pour plus d'histoires de triomphe sur l'adversité, et commentez ci-dessous avec vos propres expériences de découverte de votre valeur malgré les doutes des autres. Votre soutien signifie beaucoup pour moi, et vos histoires inspirent les autres à continuer de se battre pour leurs rêves.